Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette Actu Réfractaire, on va vous parler des progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, de ce qui s'est passé à Marseille il y a plus de 80 ans, et on va terminer avec un extrait du jour qu'on vous a déniché sur Twitter. C'est donc parti pour votre Actu Réfractaire. Vous voyez cette scène-là de sitcom? Ou alors ce reportage dans un salon de l'automobile? Ou bien ce micro-trottoir tout à fait banal? Bien le commun de toutes ces scènes, c'est qu'elles se sont jamais passées. Ces vidéos ont été simplement générées par VEO3, le nouveau modèle d'intelligence artificielle annoncé récemment par Google. L'IA gère le contexte, les mouvements, le texte, la voix, tout en gardant une cohérence globale, et on peut même faire plusieurs plans d'affilée. Une immense progression par rapport aux précédents modèles. Modèles et logiciels ont été annoncés lors de la conférence annuelle de Google, dont Hardisk a fait un très bon bilan sur sa chaîne secondaire Hardisk TV. Il explique d'ailleurs dans ses vidéos que les sites de bandes d'images comme Photoshop ou Getty sont totalement dépassés et vont bientôt faire faillite, tout simplement parce que ça va être remplacé par cette génération par IA. Alors tant pis pour ces parasites, mais ça pose quand même un problème de taille. Car l'IA, pour fonctionner, elle a besoin d'une base de données. Or, si par opportunisme et par réduction de coûts, il y a de moins en moins de photos et de vidéos originales de bonne qualité, où est-ce que l'IA va chercher son inspiration ? Et si bientôt l'immense majorité du contenu d'Internet va être généré par IA, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'IA se mette à se décalquer elle-même, c'est-à-dire à s'auto-référencer et se détacher petit à petit de la réalité? Ça, c'est un vrai problème qui est souvent posé dans le monde de la tech qui pourrait mener à une dégénérescence de l'IA à moyen terme. Et vu qu'il n'y a pas de bouton rouge, de stop ou quoi que ce soit, le développement de l'IA, c'est surtout de la concurrence et des milliards, donc ces crises-là, il y a de vrais risques que ça arrive. Des crises de l'IA qui va accompagner évidemment d'immense crise économique, et ça c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ce nouveau modèle, ça va être aussi un bouleversement dans le monde du cinéma. Toutes ces scènes que vous voyez là, elles sont faites en IA, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tourner totalement ou en partie des films en IA sans qu'on remarque quoi que ce soit. Le casting, le tournage, le montage, tout ça réduit en quelques prompts sur une IA de Google qui coûte 500 $ par mois. Imaginez le gain d'argent monstrueux à court terme que vont se faire les producteurs. À tel point que ceux qui décideront de ne pas le faire seront noyés par du contenu IA qui vont saturer nos algorithmes et nos films. Alors certains verront du cinéma comme avant, mais la facilité de production va pousser les producteurs à réduire les dépenses et à créer une grosse crise économique dans l'écosystème audiovisuel qui tourne autour. Et si Google il a de bons résultats, c'est pas pour rien. Le lobby de la tech et Trump, ils ont fait passer en ce moment des lois budgétaires et de dérégularisation de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection de données, c'est open bar maintenant. Et vous savez ce que possède Google? YouTube, c'est-à-dire la plus grande base de données du monde entier. Donc autant vous dire qu'ils avaient de la matière pour entraîner leur intelligence artificielle. Ce qui nous amène à un sujet encore plus politique. Nous ne pouvons plus faire confiance aux images qu'on voit dorénavant sur les réseaux sociaux et même à la télévision. L'époque où on pouvait croire ce qu'on voyait sur les écrans est terminée. Aujourd'hui, un service de renseignement étatique et des médias de milliardaires vont pouvoir très facilement produire des vidéos polémiques, des fausses citations, de faux attentats, de guerres, sans qu'on puisse rapidement démêler le vrai du faux. Genre on va pouvoir ruiner la réputation d'une personne en quelques accusations très faciles, ou alors des attaques sous faux drapeaux qui sont déjà légion dans l'histoire et qui vont se renforcer avec l'IA. Et tous ceux qui vont être reprochés de quoi que ce soit vont se dire mais c'est pas moi, c'est l'IA, comme on a vu hier avec Macron. Le vrai et le faux vont être de plus en plus confondus. Il va falloir un vrai travail de journaliste à côté pour démêler tout ça, sauf que le problème c'est que ce travail de journaliste, il est saboté par les écoles de journalisme, par les médias et par les milliardaires. En gros, ils font que former des gens qui répètent la propagande. Et les reporters indépendants, ils sont réprimés dans les différents États. On entre là dans une nouvelle ère de l'information où des pouvoirs encore plus grands vont être concentrés dans les mains de ceux qui contrôlent les réseaux de l'information, c'est-à-dire l'État et les milliardaires. Il va donc falloir être extrêmement vigilant à l'avenir sur nos usages des réseaux sociaux. Et ça va peut-être nous pousser à nous détacher des réseaux sociaux pour nous orienter vers le journalisme et le local. Et ce sera peut-être pas forcément une mauvaise chose. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-nous ça en commentaire. Et après ce petit bond vers l'avenir qui est très très proche, on va faire un bond vers le passé, avec une machine à remonter le temps pour revenir à Marseille il y a 81 ans. On est en mai 1944 et comme partout en France, on crève la dalle puisque l'occupant et le régime de Vichy imposent des pénuries alimentaires et décident de réduire les rations. Alors la résistance s'organise et la CGT clandestine appelle à la grève. Le 25 mai, 2000 femmes et leurs enfants manifestent sur la Canebière pour réclamer du pain.
Elles sont rejointes par les dockers et par les ouvriers de la métallurgie. Mais devant le siège du PPF, le principal parti collaborateur, des miliciens tirent sur la foule, tuent une personne et en blessent 2 autres. La colère se transforme en insurrection et le lendemain, des employés des services publics, les journalistes, les imprimeurs, les ouvriers de la chimie, de l'alimentaire se rassemblent et décident de rejoindre le mouvement qui se transforme en grève générale. Carrément, les cheminots qui n'avaient pas fait grève depuis plus de 20 ans les rejoignent et arrêtent tous les trains. On réclame du pain mais aussi de la justice et la fin du silence. On parle quand même là de plus de 10 000 personnes qui se sont arrêtées de travailler. C'est en fait un des mouvements sociaux les plus importants qu'ait connu la France sous l'occupation. Et pourquoi on vous en parle? Parce que le 27 mai donc 1944, il y a 81 ans, on fête l'anniversaire aujourd'hui, à 11h10, alors que la ville est à l'arrêt, les bombardiers états-uniens frappent Marseille. Ils visent les points stratégiques en préparation du débarquement. Et comment vous dire que l'attaque crée l'enfer à Marseille? Aucun quartier n'est épargné, ni la Belle de Mai, ni le Vieux-Port. 1752 personnes meurent, presque 3000 sont blessés et des milliers se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Dans la foulée, la Gestapo et la police de Vichy traquent les grévistes. Des centaines sont arrêtés et parqués au camp de Bréban ou déportés. La grève s'éteint et quelques mois plus tard, Marseille est libérée, mais la colère populaire reste bien forte. Et cette histoire, elle nous rappelle que face à l'occupation, à la privation, à la violence, les peuples, nous, on peut se soulever. Aujourd'hui, comme à Marseille en 1944, les mères et les enfants sont en première ligne à Gaza sous l'occupation. Ce n'est pas la même guerre, c'est pas le même contexte, c'est pas le même oppresseur, mais c'est la même humanité qui est piétinée. Et c'est les mêmes intérêts qui sont défendus, les intérêts de ceux qui possèdent tout et contrôlent tout. Et on termine par l'extrait du jour, la petite chronique extrait du jour, je sais pas ce que vous en pensez, et on va du côté de la MMA. Le sport de combat se développe en France et permet à certains combattants d'avoir une tribune publique. Et c'est le cas de Paul Dénat, très connu sur les réseaux sociaux, un breton qui a remporté son premier combat en pro, et écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Je voulais faire passer ce message. Moi j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment je suis fan de la France, même s'il y a beaucoup de, voilà, toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même les chances dans un pays où on est libre, on peut faire quand même beaucoup de choses, malgré certains détracteurs qui diront le contraire, mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français. C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Je représente tous les Français et je suis fier de ça. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différente. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire ce que vous voulez, d'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait cette écriture avec Nina. C'est Nina qui a fait la miniature et c'est aussi Monteur des Coloniales qui s'est occupé du montage. On se retrouve évidemment demain à la même heure. Sur ce, des bisous et à la prochaine.